Ah oui, moi sur ma chaîne, je montre pas forcément les derniers steelbooks sortis, les machins. Moi, ça part dans tous les sens. Alors, peut-être c'est ce qui vous plaît, hein, mais moi, voilà, je fouine et voilà, j'achète des trucs des fois pas chers, machin. Donc, j'ai pas forcément les grosses dernières sorties. À part vous montrer le coffret Dune, hein, qui est magnifique et qui est tout récent, hein, qui est sorti le 31 août là, au 1er septembre. Je l'ai reçu, j'ai dû le recevoir le 2 septembre là. Donc là, c'est du tout frais, ça sent encore le neuf. Mais généralement, ça sent la poussière, hein, ce que j'achète, hein. Notamment, voilà, un film qui sent la poussière. En tout cas, c'est une vieille édition, hein, de ce film. C'est une édition de 2009, donc voilà, moi j'achète des trucs, des Blu-ray qui ont 12 ans, hein, donc on n'est pas vraiment dans l'actualité. Et d'un film qui a bien plus de 12 ans, c'est Easy Rider. Alors, Easy Rider, trouvé chez Nose à 1,99 €, je crois. Alors c'est soit 1,99 €, soit 2,99 €, mais il me semble que c'était 1,99 €. Bah, je suis super content d'avoir Easy Rider. C'est un film qui est particulier, hein, Easy Rider. C'est un film qui est témoin d'une époque, témoin du mouvement hippie, des gens perdus sur les routes, un peu de la dérive de ces années, de toutes les remises en cause post-guerre du Vietnam qui se posaient avec ces bikers qui sillonnent les routes, bon, qui ont dans leur réservoir de la drogue à faire passer, tout ça. Donc il y a une petite intrigue là-dessus. Et ils vont rencontrer sur leur chemin Jack Nicholson, un alcoolique, un très jeune Jack Nicholson dedans. Et bon, bah voilà, bien sûr, avec. Alors oui, c'est Peter Fonda, j'allais dire Henry Fonda, mais non. C'est Peter Fonda et Dennis Hopper. Dennis Hopper qui est aussi le réalisateur. Easy Rider, c'est avec Dennis Hopper, mais réalisé par Dennis Hopper. Je ne sais pas s'il a réalisé beaucoup de films, il faudra que je regarde, mais voilà, c'est un film réalisé par Dennis Hopper, hein, pour ceux qui ignoreraient. C'est un film avec une ambiance très planante, très spéciale, hein, aussi, hein, avec des musiques. Moi, j'aime beaucoup les musiques des années 70, donc il y a certaines scènes où ils sont là sur les motos, sur la musique et tout. Il y a des scènes qui sont contemplatives, on va dire. C'est un film vraiment ancré dans son époque, témoin d'une époque, et qui est un film culte, hein. Easy Rider, c'est un film culte qui il parlera pas à tout le monde, je pense, hein. Il y a des gens qui vont se faire chier devant ce film, c'est sûr et certain, hein. Peut-être les millénials, ils vont pas, ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre, mais voilà, moi c'est un film culte que j'avais envie d'avoir, et puis pour ce prix-là, hein, voilà. Et le master est très beau, hein, en plus, hein, je trouvais que c'est plutôt joli, hein, pour l'époque, le master est assez beau. Généralement pour les classiques comme ça, pour les vieux classiques, il y a du beau master, hein. Il y a souvent des plus belles images sur les films comme ça que des films des années 90 au final. Il y a des bonus en plus, hein, il n'y en a pas des masses, mais il y a un making-of assez long, je crois qu'il y a un making-of d'une bonne heure, hein, plus un commentaire audio. Donc je regarderai tout ça, je reverrai enfin Easy Rider que j'ai pas revu depuis mes études, hein, donc ça fait, là je vous parle de mémoire, mais voilà, je suis super content d'avoir eu, et puis voilà, c'est le genre de truc là, trouvé à Nose, 9 sous blister à 1,99 €, c'était cool. Il y en avait un, je l'ai pris, c'était cool. Enfin, je l'ai pris. Encore une fois, hein, c'est cet ami, je pense que c'est là qu'il se fournit en film pourri. De temps en temps, quand il passe à Nose, il m'envoie des photos en MMS, il me dit ça t'intéresse, ça t'intéresse. Puis là, il me dit Easy Rider à ça, je lui dis bah prends-le. Et donc voilà, je suis content. Alors un Scorsese, bah oui, parce que Scorsese j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, hein. Progressivement, j'essaye de compléter ma collection de Scorsese. Et il y en a un que j'ai trouvé dans un Easy Cash. On voit pas souvent des Scorsese dans les Easy Cash, mais là, il y avait un fan de Scorsese qui était passé, hein. Il y avait plusieurs Scorsese, il y en avait plein que j'avais déjà. Et là, j'ai hésité à upgrader. Il y avait un Casino en steelbook. Mais Casino, il me semble que justement, voilà, il déconne en France. Moi, il déconnait en France, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était là. C'est pour ça que moi j'avais acheté une édition UK de Casino, et là il y avait le steelbook, je m'étais dit ah, je l'achèterais bien pour la boîte, c'est-à-dire comme ça je mettrais mon édition UK dans le steelbook, machin, comme ça j'aurais le disque qui marche dans un... J'ai hésité, mais je me suis dit ah putain, on va pas encore dépenser 5, je crois qu'il était à 5 balles, un truc comme ça, je peux encore dépenser, c'est pas cher, hein. Pour ce, bon, je pense que le film ne marche pas, donc c'est une mauvaise affaire, hein. Mais pour moi, dans mon cas, ça pouvait être une bonne affaire, parce que voilà, j'aurais pu upgrader en steelbook mon édition, tout en gardant le disque qui marche, bon bref. Voilà, bref. Il y avait plein de Scorsese, et bah, j'en ai pris un donc que je n'avais pas, que j'avais sur ma wishlist, que je voulais voir, et que je n'ai encore jamais vu. Et c'est un Scorsese que j'ai pas encore vu, mais qui est un grand classique, c'est Raging Bull. Raging Bull, bah, j'en sais pas mal, hein. J'en ai vu des scènes, j'en ai entendu parler, j'ai lu des critiques, tout ça, mais j'ai encore jamais eu le temps de le voir, j'ai encore jamais pris le temps de le voir, parce que c'est encore un film assez long, hein, Scorsese en général. Encore que non, il fait que 2h09.
Non, c'est pas le plus long des Scorsese, hein, largement pas. Mais c'est un film donc avec son équipe habituelle, enfin avec son cast habituel, hein, c'est-à-dire Joe Pesci, De Niro, voilà, il se les est traînés pour plein de films. À chaque fois, il les faisait jouer d'autres rôles. Et c'est un film qui est en noir et blanc, qui est volontairement en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est vieux, hein, c'est pas l'un des plus vieux Scorsese. Il est esthétiquement en noir et blanc pour coller avec l'aspect justement des combats de boxe de cette époque, parce que c'est adapté d'une histoire vraie. Je sais plus comment il s'appelait, La Mota, c'est un boxeur célèbre. J'y connais rien en boxe, hein, donc il était symbolisé à chaque fois par un taureau, tout ça, d'où le Raging Bull. Et donc c'est un biopic en fait, hein. C'est un biopic de ce boxeur. Et les scènes où ils ont refait les combats sont vraiment millimétrées. Ça colle avec les images d'archives, donc on a vraiment l'impression de voir les combats de boxe de l'époque, en termes de style, en termes de tout ça. Et voilà, c'est vraiment bien filmé. Il y a plein de bonnes idées de mise en scène. Et voilà, Raging Bull, ça a l'air d'être pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je ne l'ai toujours pas vu. Déjà parce que de base, je ne vais pas en priorité sur les films sportifs, mais celui-ci fait partie des grands classiques des films sur le sport, avec les Rocky, tout ça. Alors, c'est pas tout pareil que Rocky, c'est justement un autre pendant du film de boxe, mais tout aussi culte, hein, dans un genre différent. J'ai hâte de voir Raging Bull, avec encore une fois pas mal de bonus. Ça, c'est une vieille édition, mais avec beaucoup de bonus. Et c'est écrit par Paul Schrader encore, hein, c'est encore comme pour Taxi Driver. Paul Schrader qui, moi, j'aime beaucoup en termes de scénariste, et même en termes de réalisateur, j'aime bien Paul Schrader. J'ai déjà parlé de La Féline, qui est là La Féline, qui est un de mes films cultes, qui est réalisé et écrit par Paul Schrader. Voilà, c'est encore un scénario de Paul Schrader. Raging Bull, dès que j'aurai le temps, je le regarderai. Il rejoint ma collection de Scorsese qui commence à s'étoffer. Alors on va faire encore le grand écart. On va faire encore le grand écart entre Scorsese et le film que je vais vous montrer. Alors, le film que je vais vous montrer est encore envoyé par Marc Jacot. Et oui, Marc Jacot, encore merci. Merci Marc, hein, pour ces cadeaux. Je ne sais pas qui tu es, je fais ma petite enquête, hein, j'ai déjà exprimé mes doutes, mais je ne doute pas en tout cas de ton envie de me faire plaisir. Et tu as des choix qui sont osés, mais qui font mouche, quand même. Marc, franchement, bon, pour Green Lantern, moyen. On en a déjà parlé. J'étais plus content pour Batman et Robin que pour Green Lantern. Mais voilà, tu aimes bien les super-héros, hein. Là, à chaque fois, c'est des films de super-héros. Ça fait plaisir parce que c'est des films de super-héros auxquels les autres ne pensent pas. Et toi, au moins, tu y penses. Et c'est ça qui est cool. Alors, il y avait une petite lettre avec. Je voulais la petite lettre. Donc, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une enveloppe, hein, avec un mot. Voilà. Un mot de Marc, assez long, hein, je vais vous le lire. Et un film que je vais vous montrer après, hein. Je vous laisse le suspense. Salut Antoine, je suis content que mon Batman et Robin t'ait plu. Ah bah oui, et en plus, ça pouvait ne pas plaire à tout le monde, donc tu es bien tombé, mais moi aussi je suis content. Et qu'il était dans ta wishlist, là, ouais. Je fais partie des gens qui avaient Batman et Robin dans ma wishlist, hein. C'est vrai qu'au début, les tétons et le beau fessier, oui, il faut l'avouer, de Clooney, m'ont laissé perplexe. Mais on s'y fait, ma foi. C'est vrai qu'on se fait aux tétons et aux fessiers de Clooney. De par mon grand plaisir et par ma passion pour ta chaîne, ça fait plaisir de faire plaisir. Et sache que tu me fais tout autant plaisir que je te fais plaisir, on se fait plaisir, c'est ça qui est bien. En parlant de super-héros, j'aimerais te présenter, si tu connais pas évidemment, alors oui, je connaissais, c'est un super-héros pas très connu, mais je connaissais et ça m'intriguait depuis très longtemps, et c'est le genre de truc que je ne le voyais jamais, hein, je le voyais nulle part. Enfin si, je sais mais dans mes prix, je le voyais pas forcément. Si tu connais pas, mais oui, je connais, vous allez voir. Alors je dis pas quoi, vous allez comprendre. Mon super-héros favori de chez Marvel. Je le trouve tellement badass. Héros. Alors, Marc, ce qui est bien, c'est que tu as des goûts qui sont vraiment les tiens, qui sont atypiques. Parce que je sais pas si on fait un top des super-héros Marvel, je pense pas qu'ils sortent en premier.
Et c'est vrai que, mais au moins c'est original parce que il n'y a pas grand monde qui citerait ce film, ce super-héros-là comme le meilleur super-héros Marvel. Est-ce que c'est le plus puissant? Je sais pas. C'est peut-être l'un des meilleurs super-héros Marvel. Euh, vous aurez peut-être deviné ce que c'est, hein. Je te souhaite encore un bon visionnage et je te salue avec toute ma passion des super-héros. Ton grand fan, Marcus, avec une petite signature. Alors c'est Marc Jacot ou Marcus Jacot, je sais pas, Marcus c'est peut-être ton pseudo. Merci beaucoup, hein, merci pour ta passion, merci de faire vivre cette passion du cinéma et des super-héros. Et donc, quel est le meilleur super-héros Marvel, en tout cas le préféré de Marc? Un héros Marvel auquel on ne pense pas forcément, Howard le Canard. Ah ouais, ah ouais, Howard le Canard. Howard le Canard est bien, pour ceux qui l'ignoraient, un super-héros Marvel. Hein. Il y a bien des comics, tout ça. Il y a quelques références, il me semble, à Howard le Canard dans Les Gardiens de la Galaxie. On le voit furtivement. Voilà. Peut-être il y aura un jour, par James Gunn, un reboot de Howard le Canard, qui sait. Mais c'est un super-héros auquel on ne pense pas forcément. Il n'est pas dans les Avengers, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est du racisme anti-canard. Il n'est pas dans l'équipe des Avengers, peut-être l'équipe B, l'équipe C, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais Howard le Canard, alors, j'ai vu que des extraits de ce film. Je fais pas partie des gens qui ont eu la chance d'avoir leur enfance traumatisée par ce film, mais il m'a toujours intrigué. Je savais en plus qu'il y avait George Lucas derrière. Enfin, pas à la réalisation, mais à la production, et il chapeautait le truc, il était producteur exécutif, je crois, donc en plus il était là pendant le tournage, il a validé des trucs, hein, donc j'ai entendu évidemment beaucoup de choses différentes sur Howard le Canard. C'est un film qui m'intrigue et je pense qui plaît à une certaine partie de la population, comme Marc Jacot, qui plaît à des gens, hein, il y a des gens qui aiment ce film. Je pense que je peux faire partie de ces gens. Il faut avoir l'esprit ouvert, je pense, pour ce film. Il y a des gens qui l'ont vraiment, vraiment descendu. Mais il a l'air d'y avoir des... Il y a des scènes qui sont belles, il y a des... belles, voilà, dans une esthétique particulière. Le ton est particulier. Je pense que le film a loupé sa cible quand il est sorti, parce que c'est à la base un comique, c'est un anti-héros, c'est à la base un anti-héros un petit peu adulte et tout, et on pourrait penser que c'est un truc pour enfants, donc c'était pas vraiment pour enfants parce qu'il y a de l'humour adulte dedans. Dans les 5 premières minutes du film, on voit les nichons et les tétons d'un canard dans son bain, enfin d'une femelle canard, d'une canne qui prend son bain. On voit ses tétons. Quand on est gamin, on dit hein, euh, le film est bizarre. Hein. Il y a des images qui sont bizarres dans ce film. J'ai hâte de le voir. Franchement, je suis content de l'avoir. Vraiment, en plus, ils ont fait un truc sympa au niveau des menus, même dans les menus, il y a des menus comme une bande dessinée dedans, et même à l'arrière du truc, c'est comme ça. C'est une édition allemande, hein, mais au moins il y avait une pochette réversible, donc c'est cool, il n'y a pas le FSK dedans, avec la petite sérigraphie marrante. Et il y a des bonus, il y a pas mal de bonus de partout, il y a une bonne heure de bonus, je crois, les storyboards et tout, la qualité est pas trop mal, et c'est un ovni, quoi. C'est vraiment un ovni. Je pense qu'il y a des côtés nanars. Évidemment, je pense que le film doit avoir ses défauts. En plus, la version uncut, non censurée, hein, donc, qui souligne que ce n'est pas tout à fait pour les enfants, hein, qu'il y a des petits trucs. Alors, est-ce qu'ils avaient censuré les nichons de canard? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient censuré? Il y a une photo où on voit Howard en hippie, comme ça, dans un champ de cannabis. Il y a des images, voilà. Bon, voilà, on se demande qu'est-ce qui se passe dans ce film. Justement, ça donne envie. Et il y a celle qui joue la mère de Marty, hein, dans Retour à le futur, hein, qui joue dedans. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui jouait la mère de Marty dans Retour à le futur, qui joue dedans. Il y a plein d'acteurs qui ont l'air bien. Ça a l'air d'être un échec incroyable, mais flamboyant. C'est-à-dire, c'est le genre d'échec. C'est le film qui pouvait pas trouver son public parce qu'il est trop bizarre. Qui s'est fait défoncer, je pense assez injustement, hein, quand on voit les notes qu'a ce film sur IMDb et tout ça, on voit qu'il se fait détruire, mais on voit progressivement plein de commentaires qui disent ouais, sous-estimé, et puis qui remontent la note au fur et à mesure de l'époque, parce que je pense qu'il s'est fait défoncer à un moment, et que finalement avec du recul, c'était marrant, voilà, c'était très 90s, c'était même 80s, je sais même plus si c'est les années 80 ou début 90.
hein, c'est 86, hein, donc ouais, c'est en plein dans les années 80. Donc il y a vraiment une esthétique des années 80. Il y a plusieurs chansons. D'ailleurs, je crois que la mère de Marty est une chanteuse de rock là-dedans. Ce film a l'air d'être un ovni, mais typiquement, j'en ai plein des ovnis. Voilà, oui, Forbidden Zone, là, pour le coup, hein, c'est un ovni. Hein. J'ai quelques ovnis dans ma collection, hein, bien sûr. Ça fait partie justement des choses qui manquaient vraiment dans ma collection, que je guettais du coin de l'œil. Hein, mais ils ont sorti des éditions, ils se sont bien fait plaisir au niveau du prix et tout ça. Donc là, en cadeau, c'est une édition spéciale quand même, avec quelques bonus, avec une belle image et tout. Donc ça va être nickel pour le découvrir. Moi qui n'en ai vu que des extraits, qui n'en ai vu que des mèmes, hein, tellement le film a marqué, voire traumatisé une génération. Et donc voilà, merci beaucoup Marc, hein, ou Marcus, hein, je ne sais pas comment tu préfères que je t'appelle, un grand fan. Et effectivement, hein, je pense que tu lis dans mes pensées, dans mes envies. Hein. Bon, je pense pas que ce sera mon film de chevet non plus, mais c'est vraiment un film que j'avais envie d'avoir. Et encore merci pour ce cadeau, Marc. Décidément, tes super-héros préférés, Green Lantern, Howard le Canard, tu as des goûts qui ne sont pas comme les autres. Et ça fait plaisir. Vraiment très cool. Merci beaucoup. J'ai hâte de le voir. Dans la semaine, je vais essayer de le regarder. Alors, un film qui m'a été donné par un ami qui n'a pas aimé, qui l'a acheté, et puis qui n'a pas aimé, et puis qui me dit ah, c'est de la merde, tiens, prends-le. Bon, bah écoute, on verra. J'ai lu aussi, encore une fois, des choses mitigées. C'est un film de Jim Jarmusch, qui est plutôt un bon réalisateur, qui est un réalisateur un peu spécial. Et il y a le style de Jim Jarmusch. Certains des fans disent bah, ouais, c'est du Jim Jarmusch, quoi, voilà, arrêtez de vous plaindre. Après, voilà, apparemment, il y a peut-être des défauts, il y a pas mal de défauts. En tout cas, il y a un casting de fou. C'est The Dead Don't Die. Voilà, j'avais pas trop suivi, j'ignorais ce film. Alors, apparemment, oui, il a une sale note. Hein. Il doit avoir 5 et quelques sur IMDb. Oui, il n'a pas fait l'unanimité. Mais déjà, il y a quand même un sacré casting. Il y a Bill Murray, hein, Adam Driver, Tilda Swinton, il y a Steve Buscemi, Danny Glover, Chloé Sevigny, Iggy Pop, Selena Gomez. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Bon, il était film d'ouverture à Cannes. Bon, il n'a pas eu de prix ou quoi que ce soit. On voit la palme de Cannes, mais il n'a pas eu la palme d'or de Cannes. Ne nous enflammons pas. Ça a l'air d'être un film de zombies dans une petite ville tranquille où Bill Murray fait un flic. Pourquoi pas, hein, il me l'a donné en me disant c'est pourri. Bon, allez, je me ferai mon propre avis, hein, ça se trouve j'aimerais, hein. Ça se trouve j'aimerais pas, mais en tout cas, voilà, quoi. Merci encore, hein, ça m'intrigue. Ne serait-ce que le casting, et puis le réalisateur Jim Jarmusch, ça m'intrigue. Je pense que je veux... voilà, Ghost Dog et Deadman, c'était bien. Bon, là, je pense que ce sera pas aussi bien. Et puis Bill Murray, ça fait toujours plaisir de le voir. Donc bon, on verra. The Dead Don't Die, si vous l'avez déjà vu, hein, dites-moi. Je pense que voilà, c'est un film qui a divisé, donc on verra où se situe mon avis. Je connais pas à fond Jim Jarmusch, donc je pourrais pas dire, voilà, je pourrais pas dire ah si c'est à fond du Jim Jarmusch. Je sais que son style était assez particulier sur Ghost Dog justement, La Voix du Samouraï. Mais voilà, bon, écoute, merci hein, pour ce cadeau hein, d'un film que tu n'as pas aimé, mais bon, on verra ce que j'en pense. J'arrive enfin à la fin de la pile, bientôt, hein, là il en reste 4 là, donc on avance, on va y arriver. Je vous ai dit, hein, finalement ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, et j'en ai eu un paquet hein, là-dedans. Si je faisais une grosse review sur chaque film, voilà, il y en aurait pour une année de vidéo, donc c'est pour ça que je vous présente tout vite fait. Mais il y en a un, voilà, de John Landis, que j'ai eu, qui est une comédie très sympathique, qui n'est pas tordante. C'est pas une comédie, c'est pas la plus drôle qui existe non plus. Et John Landis, voilà, moi, mon film préféré de lui, ça va être Le Loup-garou de Londres. Là, on est très loin du Loup-garou de Londres, on n'est pas du tout dans la même dans le même genre. Mais historiquement, il est intéressant. Il est assez vieux hein, maintenant. C'est Un fauteuil pour deux, avec Dana Aykroyd et Eddie Murphy. Alors contrairement à ce que certains pensent, c'est pas le premier film avec Eddie Murphy. Le premier film avec Eddie Murphy, c'était 48 heures. Mais voilà, c'est un des premiers avec Eddie Murphy. Bon, je l'aime pas autant que Golden Child, même si pour beaucoup, hein, c'est plus un classique que Golden Child, mais Golden Child, je le trouve plus créatif, tout ça. Mais celui-là, il y a des bons trucs sur l'univers de Wall Street, avec le fameux échange, hein, un gars de la rue qu'on propulse
à être un trader ultra riche et un gars riche qu'on propulse dans la rue. Eddie Murphy était un clochard un peu arnaqueur au départ, et puis voilà, les gérants de la banque aiment bien faire des petits paris, là, comme ça, en engageant carrément, en détruisant des vies juste pour faire des petits paris. Hein. C'est une petite critique de la finance qui est pas mal. Et donc, bah, il parie sur le fait que c'est un peu un My Fair Lady de la finance. C'est-à-dire, il se dit, ah, ben moi, je te parie que je peux faire d'un clodo, je peux t'en faire un grand trader, et puis d'un grand trader, je peux t'en faire un meurtrier, un clodo, machin. Il n'y a pas de souci, les gens sont interchangeables. Voilà, ils se font ce petit pari. Donc voilà, ils échangent leur vie, hein, c'est vie ma vie. Une bonne petite satire de l'univers de la finance. Il y a quelques blagues un petit peu. Il y a des blagues un petit peu foireux. Il y a des trucs avec le gorille. Ouais, il y a de l'humour des fois un petit peu lourd. Mais voilà, il est très sympathique. Il se laisse bien voir. Il y a des scènes assez cool. Et c'est un classique de la comédie. Hein, et c'est un bon film de John Landis. Hein. Et voilà, celui-là, je l'ai trouvé pas cher. Alors c'est con, j'hésitais. Hein, il y avait une belle édition que un d'entre vous avait en une édition VHS, j'hésitais à la prendre et tout, mais bon, ça faisait cher, tout ça. Et j'avais vu celui-là pas cher, donc je me suis dit, ah, ouah, je suis pas suffisamment fan du film, je le connais pas assez pour dépenser plus de 20 balles pour ce film. Donc là, voilà, donc je l'ai trouvé moins cher que ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a zéro bonus. Hein. Je crois que. Je suis même pas sûr qu'il y ait des chapitres. Ça, c'est terrible. Je sais plus qui. Il me semble que ESC en vend, mais ça n'a pas l'air d'être édité par ESC, je sais plus. Voilà, c'est des films où ils se foulent pas, alors qu'il existe des making-of, des trucs. Là, voilà, non, rien, juste le film, quoi. Ils s'en foutent complètement. Mais bon, au moins, il était pas cher. Donc, au moins, ça m'a permis de le revoir. Je l'avais pas vu depuis très longtemps, Un fauteuil pour deux. Et il a pris un petit coup de vieux, je dirais. Mais il y a des trucs qui sont vraiment cool dedans. Ça reste une très bonne comédie. Dan Aykroyd et Eddie Murphy jeunes là-dedans, c'était excellent de les voir. Ah, un David Fincher que j'ai pris longtemps à prendre, je veux dire, parce que bon, je l'avais vu il y a longtemps, mais je l'avais pas en Blu-ray. J'avais dû l'avoir en DVD que j'avais revendu. C'est pas mon Fincher préféré, mais quelque part j'ai eu envie de le revoir. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur la critique de la série Mindhunter. Mindhunter, c'est une série pour laquelle j'ai décroché. J'ai trouvé qu'elle était bien mise en scène. Hein. Moi, j'aime bien la mise en scène de David Fincher. J'ai trouvé, il y en a plein qui trouvent ça chiant, long, machin, mais moi j'aime bien justement la façon dont il gère son rythme, un certain réalisme aussi. D'ailleurs, dans le fait de coller au plus proche au niveau des détails sur certaines choses, je trouvais ça plutôt cool. Même il y a des petites différences, mais voilà, on va pinailler à chaque fois hein, dans ce genre de domaine. Hein, il y a tellement de contenu sur le domaine de la criminalité, de la criminologie voilà. Mais il y avait des acteurs qui refaisaient vraiment bien certaines interviews classiques de tueurs en série qui ressemblaient beaucoup, il y avait un bon travail au niveau du casting, au niveau de l'attention aux détails. Mindhunter, sur tous ces points-là, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, moi, ce qui m'a fait décrocher, c'est que c'est idéologiquement, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand défenseur du profiling. Je considère que c'est intéressant le profiling pour pouvoir dégrossir un petit peu les pistes. Je veux dire, en travail préparatif dans une enquête, pour vraiment avoir quelques pistes à exploiter, c'est intéressant le profiling, mais c'est pas une science exacte. On reste dans la supposition, on reste. C'est dur de dire de la pseudoscience, mais bon, on dit bien ça de la psychanalyse, donc c'est pas non plus de la pseudoscience. On dirait que c'est une science molle statistique, donc c'est intéressant le profiling, mais ça n'a pas pour valeur d'être une preuve. Et moi, ce qui m'a un peu gêné dans la série Mindhunter, c'était que il se plaignait un petit peu, oh, on est trop en avance sur notre temps, machin, etc. Alors que les difficultés qu'ils rencontraient, les gars, c'était que, ouais, mais c'est pas des preuves, des théories psychologiques, des recoupements statistiques, c'est pas une preuve, c'est un faisceau d'indices, voilà, et on sent qu'il y avait un parti pris, mais ce parti pris c'est normal, c'est parce que Douglas, celui qui a, on va dire, inventé le profiling au FBI, qui a généralisé en tout cas le fait de faire des bases de données sur les tueurs en allant interviewer même ceux qui étaient déjà arrêtés, chose qu'effectivement le FBI n'a pas voulu mettre trop de fric là-dedans au départ parce qu'ils se disaient ça sert à quoi, ils sont déjà arrêtés, et tu vois. Oui, ils disaient oui, mais on pourrait prédire des trucs si on savait un peu plus le profil, et oui, ça a été utile. Moi je suis pas contre le fait que ça a été utile le profiling. Bon, disons que je trouve que il y a un peu un parti pris, c'est normal, hein, c'est écrit
c'est adapté de bouquins qui avaient été écrits par la personne en question qui a milité pour ça au sein du FBI. Donc, évidemment qu'il y a un parti pris. Et je ne suis pas d'accord avec son parti pris. C'est-à-dire que je trouve que c'est normal qu'il y ait des gens qui se soient opposés à lui, que ses arguments ne sont pas toujours valables, tout ça. Donc, en fait, la série, j'ai bien aimé, mais le truc, c'est que voilà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la série, donc je m'énervais en regardant la série. Donc j'ai arrêté, j'ai préféré arrêter parce que je connais le sujet. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ça m'a donné envie de me dire, bah, tiens, il faudrait que je revoie Zodiac. Parce que Zodiac, pour le coup, Fincher avait aussi fait un gros travail de recherche sur cette affaire. Le film est vraiment respectueux, on va dire, des faits. En tout cas, est un gros travail de recherche. Était pareil, il avait un rythme très lent, avait une mise en scène assez similaire finalement à celle de Mindhunter. C'est pour ça que j'ai fait un petit préambule sur Mindhunter. Et un peu anticlimatique sur certains points, parce que, bah oui, le Zodiac, on l'a jamais chopé, donc ça se termine pas comme un Seven ou je sais pas quoi. Hein, donc, évidemment, c'est un peu anticlimatique. Moi, à l'époque, ça m'avait choqué, mais c'est un peu malhonnête de lui en vouloir au film, parce que voilà, c'est l'histoire qui est comme ça. Hein, la vraie histoire, elle est comme ça, elle est comme ça. Hein. Il n'y a pas une grosse scène spectaculaire à la fin, quoi. Enfin, quoique, il y a des bonnes idées de mise en scène et tout, donc justement, il faut que je le revoie. Et ça, c'est la Director's Cut. Je suis pas sûr d'avoir vu la Director's Cut à l'époque. Qui doit être encore plus longue. 162 minutes. Donc, ouais, voilà, faut pouvoir le caser. J'ai pas encore pu le caser. Et il y a plein de bonus. Il y a tout ce bonus là. Donc j'ai hâte de voir. C'est dommage, le FSK. Je crois qu'en plus, il montrait qu'il était réversible, la pochette sur la photo. Mais en fait, non. Alors, je ne comprends pas. Il y en a peut-être certaines qui sont réversibles et d'autres non. Pourtant, c'est pas un truc imprimé. Hein, c'est pas une copie. Hein, donc, il me semblait qu'il y avait des Zodiac allemands où c'était réversible, où on pouvait enlever ce logo horrible, mais non. Bon, après voilà, c'est le même disque hein, que en Angleterre et tout ça, il y a tous les logos d'âge différents, donc c'est le même disque qu'ils foutent dans toutes les éditions, donc c'est pareil que si je l'avais acheté en édition française, sauf que là je l'ai payé vraiment une misère. Je reverrai Zodiac. Ça m'a bien hypé parce qu'en plus j'ai regardé pas mal de trucs sur différents tueurs. Là, il y a une chaîne YouTube que j'ai plutôt appréciée, la Sonia Lu, je sais pas comment ça se dit exactement, qui fait des trucs dans la criminologie, qui est psychologue, qui a des vidéos assez sympas sur certains tueurs en série. Et voilà, j'ai regardé toute sa chaîne, toutes les vidéos de sa chaîne, donc ça m'a bien hypé pour justement revoir Zodiac. Je le reverrai bientôt quand j'aurai 3 heures quoi, devant moi. Donc c'est pas mon Fincher préféré, mais c'en est un que je veux revoir parce que je ne l'ai vu qu'une fois et je me rappelle pas de tout. Bon, j'en arrive aux 2 derniers, et pour moi c'est 2 chefs-d'œuvre, hein, donc l'heure avance, donc je vais pas pouvoir m'étendre trop dessus, mais voilà, en tout cas c'est 2 films que je conseille absolument d'avoir. Il y en a un de John Carpenter qu'on ne cite jamais. C'est un Carpenter, chaque fois on cite The Thing, New York 97, éventuellement Invasion Los Angeles, des trucs comme ça, mais on ne cite jamais ce film de Carpenter, alors que c'est Carpenter qui adapte du Stephen King inspiré par du Lovecraft. Wow, il y a un mélange de tout ça, c'est quand même assez cool. Alors oui, quand je dis inspiré par du Lovecraft, c'est pas textuellement repompé de Lovecraft, mais il y a le style de Lovecraft, il y a les thèmes de Lovecraft qui ont intéressé Stephen King, et la mise en scène par Carpenter. Celui-là, L'Antre de la Folie. L'Antre de la Folie, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un excellent film. C'est probablement l'un de mes films préférés de Carpenter. Alors, je sais, il y a avec The Thing ouais, Invasion Los Angeles. Au-dessus, moi, je le mettrais au-dessus de New York 97. Ouais, c'est très différent, c'est dur de dire ça, mais j'ai plus de plaisir à le regarder que de plaisir à regarder New York 97. Alors qu'il n'est jamais cité. Hein. L'Antre de la Folie, en Carpenter, on l'oublie. On oublie que c'est un Carpenter. Bah, comme Christine, on l'oublie un petit peu. Christine, il est très très bien. Bah, Christine est un petit peu en dessous, mais on oublie souvent que c'est un Carpenter. Et puis même, on cite souvent Halloween. Halloween, c'est pas ce que je préfère. Je l'ai pas d'ailleurs. Un jour, je le prendrai. Voilà, L'Antre de la Folie, par contre. J'adore ce film. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. J'en dis pas trop sur l'histoire pour ceux qui l'ont pas vu. Disons que il y a un auteur à succès de livres d'horreur qui disparaît. Et il y a un gars, je crois, qui travaille pour les assurances, Sam Neill, qui est envoyé pour enquêter, pour savoir si c'est pas une escroquerie, qu'il est disparu, tout ça, parce qu'apparemment, il y a des détails bizarres dans son précédent livre, comme un espèce de jeu de piste pour essayer de le retrouver. Le gars des assurances se demande si c'est pas une tentative commerciale de faire du buzz sur la disparition de l'auteur, alors qu'il y a son prochain livre qui était censé sortir. Il devait travailler sur son livre et puis il est jamais revenu. Sam Neill veut partir à la recherche de cet écrivain et il va se retrouver dans
dans un monde un petit peu Lovecraftien, oui. J'en dis pas trop, je vais en dire le moins possible, mais l'ambiance est excellente, il y a des effets qui sont très intéressants, la mise en scène, elle est incroyable. J'ai beaucoup aimé L'Antre de la Folie. Je trouve que c'est un film trop mésestimé, trop peut-être pas assez connu, hein, de Carpenter. On le cite pas souvent, L'Antre de la Folie, mais je vous encourage. Là, j'ai plus de temps pour en faire une grosse critique. Donc voyez-le, voilà, c'est génial. L'Antre de la Folie, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un côté méta dedans qui est assez cool. C'est vraiment excellent, L'Antre de la Folie. Alors ça, ce Blu-ray, je crois qu'il y a juste le commentaire audio, hein, dans les bonus. C'est dommage parce que In the Mouth of Madness, il y avait une version chez Scream Factory, je crois, où il y a 2 Blu-ray, où il y a plein de bonus et tout. Mais je l'ai toujours vu cher et tout. Et puis c'est un zone A, ce qui est pas forcément. Je peux lire les zones A, mais je dois les lire sur l'ordinateur, que je balance les images sur la télé. Il faut que j'allume le gros ordi, tout ça. Bon, bref. J'ai jamais pris en zone A parce qu'il était trop cher, il était à 30 balles. Et là, voilà, je l'ai trouvé pas trop cher. Malheureusement, avec pas beaucoup de bonus, mais le film, par contre, est vraiment excellent. Et pour finir, hein, dans cette, alors je sais pas combien ça va faire de vidéos, mais ouais, j'avais beaucoup de trucs à vous montrer. Hein. Je vois, ça a bien descendu là. Peut-être encore même que j'ai pas montré. Bon, hein, tant pis, hein. C'est comme ça. C'est déjà pas mal. Il y en a un qui est génial, un film que j'adore, qui a été, alors, c'est un film qui a été remaké par un réalisateur que j'adore, mais son remake est dégueulasse. Il est nul à chier. Alors que j'adore le réalisateur qui a fait le remake. Mais l'original est un chef-d'œuvre. C'est Rollerball. Rollerball de Norman Jewison. Alors, c'est vraiment dommage que là, j'ai plus de temps. Là, je ne vais pas pouvoir en faire une analyse complète de Rollerball. Mais c'est un film c'est sur un sport futuriste, violent, ultra violent, qui se passe dans une espèce d'arène circulaire où ils sont à la fois en roller, tirés par des motos et tout ça. Ils ont des balles en métal et ils doivent tirer dans un espèce de but comme ça. Et tous les coups sont permis. Enfin, tous les coups sont permis. Disons qu'il y a 3 matchs dans le film et les règles évoluent au fur et à mesure du match, c'est-à-dire que ça se dégrade au fur et à mesure des matchs. Les règles sont de plus en plus permissives, le jeu devient de plus en plus violent. Donc il y a une espèce de montée en violence de ce jeu au cours du film, qui est donc découpé en plusieurs parties, dans le sens où il y a le match du début, le match du milieu, le match de la fin, et ils sont d'une intensité progressive en termes de violence. Et entre les deux, il y a des scènes sur un monde dystopique, une dystopie où les classes sociales, voilà, il y a vraiment une élite, une noblesse qui contrôle tout. Et c'est un monde également où la dystopie, elle est comme un 1984, il y a certains points communs, tous les mots, il y a de moins en moins de mots. Là, en fait, on perd de la culture, c'est-à-dire qu'on compte sur l'ordinateur pour conserver la culture. On stocke dans l'ordinateur et l'ordinateur ne fait plus que des résumés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus lire de livres dans ce monde, on peut juste avoir des résumés sur l'ordinateur. Et ça, c'est pas mal comme idée. Et l'ordinateur égare des choses. Il a égaré, je sais plus quel siècle, le 15e siècle ou le 17e siècle, je sais plus. Enfin, le siècle dans lequel, justement, il y avait l'enfer de Dante. C'est dommage, j'aurais peut-être pu leur donner des petits indices sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Et en fait, voilà, on montre que on perd de la culture parce que voilà, on confie à l'ordinateur le fait de s'occuper de la culture, et puis l'ordinateur, de temps en temps, il y a des bugs, des petits trucs, voilà, il y a un siècle de culture qui disparaît. Voilà, et il y a ce message en connaissant pas son passé, on est condamné à reproduire les mêmes erreurs. Et reproduire les mêmes erreurs, bah, c'est de faire les jeux du cirque, grosso modo. Hein, c'est un petit peu les jeux du cirque modernes. C'est un peu comme le Colisée romain, avec les gladiateurs dedans. Et il y a cette figure, voilà, des gladiateurs modernes qui servent d'opium au peuple et qui servent à la fois à faire rêver les riches qui ont envie d'être un petit peu bad boy, d'avoir des figures, des prolos. Ils prennent en fait des prolos pour les faire s'entretuer dans un truc. Et puis les riches, ils rêvent tous d'être des joueurs de rollerball, alors que voilà, que c'est de la chair à canon, c'est des gladiateurs. Et ça peut être un ascenseur social dans le sens où quand on est un joueur de rollerball, on te fait goûter un petit peu. Ça ressemble justement aux gladiateurs. Il y avait une série qui était pas trop mal sur les gladiateurs, Spartacus. Spartacus, il y avait des bons et des mauvais trucs dans Spartacus. Le spin-off était pas mal de Spartacus. Il y avait eu un problème dans Spartacus. Il y avait l'acteur principal qui était mort, donc il avait remplacé tout ça. Donc ça a un peu dynamité la série, mais il y avait quelques bonnes idées. Et il y a de ça, c'est-à-dire que
ça reste des pauvres, des esclaves qui sont érigés au rang de stars pour amuser la masse, hein, voilà, du pain, des jeux. Hein. Il est déjà trop tard pour que je parte dans une analyse poussée de Rollerball, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est un film des années 70, hein, c'est un film donc on pourrait dire qu'il a vieilli, mais je ne serais pas tout à fait d'accord parce que justement le remake est nul à chier et je pense que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ce qui est incroyable dans ce film, c'est qu'il reste impressionnant quand on voit le jeu jouer parce que on sent déjà la critique en elle-même, toutes les phases critiques, elles sont bien pensées, les dialogues sont bien écrits, l'esthétique, ça a été fait avec goût parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tournées en Allemagne. Il y a certaines architectures qu'ils ont utilisées dans le film qui étaient des architectures très futuristes, mais qui existent vraiment dans la vraie vie. Hein. Le budget a été intelligemment utilisé, c'est-à-dire qu'ils ont filmé des architectures qui sont intemporelles et futuristes, alors qu'elles existent en vrai. Je trouve que c'était une excellente idée, le film, d'utiliser ces architectures. Ça fait qu'il vieillit très très bien, alors que c'était des choses... Ils ont filmé vraiment des bâtiments qui existaient pour de vrai. Tout ce qui est entre les scènes de jeu, est parfait. Hein, et moi, j'avais peur de souvenirs parce que je l'avais vu étant gamin et je me rappelais que des scènes du sport et j'avais peur qu'entre les deux ce soit un peu chiant. Et en fait, non, parce que quand j'étais gamin, je comprenais pas assez bien les enjeux qu'il pouvait y avoir entre les scènes de jeu, alors que les scènes entre les deux sont excellentes et c'est un film qui est vraiment très très bien. Dans ces deux aspects, dans ces aspects plus calmes, qui posent le monde, qui posent un regard critique sur cet univers, et les scènes de jeu qui sont indémodables, je dirais, parce qu'elles ne sont pas extrêmement spectaculaires comme on le ferait maintenant avec des images de synthèse, mais justement, elles sont... on voit que c'est risqué, on voit que c'est des cascadeurs, c'est pas des effets spéciaux, quoi. Enfin, ils se donnent pas des vrais coups dans la gueule, bien sûr, on a bien compris, mais ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont vraiment fait jouer les cascadeurs au jeu. Alors, il y a des scènes qui devaient filmer, des cascades, des machins qu'ils ont filmés tous indépendamment, évidemment. C'est un film où on prévoit chaque plan, tout ça. Mais en plus de ça, tous les cascadeurs, alors il y en a qui viennent de partout. Il y a des cascadeurs de moto, il y a des cascadeurs, il y a des gens qui font du hockey sur patin, qui sont habitués à ça. Il y a plein de gens qui venaient d'univers différents. Qu'ils ont tous formé à jouer à ce jeu. Et en fait, ils ont construit toute cette arène qui est fonctionnelle. Et le jeu est fonctionnel, hein, et donc ils ont vraiment fait jouer à ce jeu les équipes de cascadeurs, et en même temps ça a permis à Norman Jewison de filmer sur le vif des parties, et d'intégrer ça dans son film, c'est ce qui donne un réalisme de dingue, parce qu'ils sont vraiment en train de jouer à ce jeu. On ressent une vérité dans le film, on sent un réalisme qui est incroyable pour un film de SF des années 70, et ça SF, vous aurez compris, hein, c'est plus de l'anticipation que de la SF, mais bon bref. En tout cas, je pense que si on fait ce film maintenant et qu'on met des images de synthèse de partout, eh ben, ce sera moins bien parce qu'on ne sentira pas le rapport avec le réel. On n'aura pas l'impression d'y être. On verra cette artificialité. Tandis que là, on se dit, oh là là, quand ils slaloment entre les motos, tout ça, on sent qu'ils prennent des risques, les cascadeurs et tout ça. On sent que le jeu est risqué. Et il n'y a pas besoin d'en faire trop, il n'y a pas besoin de faire des effets ultra gore. On le ferait maintenant, je pense qu'ils exagéreraient les effets gore. Ils feraient que, voilà, il y aurait des décapités, il y aurait des machins. Voilà. Mais là, non, ça n'exagère pas ces scènes-là. Ça fait réaliste, tout simplement, parce que pour le coup, il y en a qui sont vraiment blessés, il y en a qui sont vraiment... Il y a eu pas mal de blessés sur ce tournage. Là où ça marche, c'est que ça n'en fait pas trop, mais ça le fait pour de vrai. Donc... pour le coup, on y croit. On croit à la société dystopique qui est présentée dedans, on croit au jeu qui est joué, et en fait, ça fait que le film, il a un fort impact, il a toujours le même impact, et en fait, c'est typiquement le genre de film qui pourrait être... Ouais, il faudrait que ce soit bien fait, qui pourrait être remaké pour faire connaître à une nouvelle génération qui n'osera pas regarder un film des années 70, qui va leur paraître un petit peu vieillot, un truc qui est pourtant une critique toujours actuelle, un truc qui fonctionne encore maintenant, ça pourrait marcher, bien sûr, mais ça n'apporterait rien parce qu'il y a déjà tout dans celui-ci, et en fait, il est déjà parfait, Rollerball. Donc, oui, on a déjà parlé des remakes, on en avait justement vite fait parler des remakes quand on avait fait le live sur les remakes, et on avait déjà parlé de Rollerball et de son remake dégueulasse. Typiquement, c'est parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Éventuellement, il y a un remake
non officielle de ça, c'est la saga Hunger Games, quelque part. Même si, bon, c'est pas au même niveau. Hunger Games, c'est plutôt sympathique pour de la littérature jeunesse. Moi, j'ai bien aimé les films, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je trouvais que c'était agréable à suivre. Il y avait cette critique du pouvoir, de la façon dont on utilisait le jeu pour asservir la population, machin, etc. Et au final, bah, tout ce que j'ai aimé dans Hunger Games, c'est déjà là-dedans, hein, de toute façon. Hein. Quelque part, faire connaître aux nouvelles générations ce genre de choses, bah, Hunger Games s'en est plutôt bien sorti quelque part. J'encourage justement donc les jeunes générations hein, qui ont bien aimé les trucs comme Hunger Games, tout ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes générations qui suivent mes vidéos, mais bon, voilà, si jamais il y a une jeune génération qui a bien kiffé Hunger Games, ou même des vieux hein, qui ont vu, mais puis qui n'ont jamais vu le rollerball de base, bah voilà, il y a des choses similaires, il y a des points communs entre les deux choses, et c'est vraiment un grand chef-d'œuvre du film de sport, d'anticipation. Hein. On pourrait rapprocher ça à Running Man, même si Running Man est beaucoup plus... le message n'est pas très très... Il y a le prix du danger en film français qui finalement ressemble peut-être un petit peu à ça, qui a beaucoup été comparé à Running Man, parce qu'ils ont des sources similaires. Bon, je ne veux pas repartir dans les détails, on en a déjà parlé quand j'ai parlé de Running Man. Mais voilà, Rollerball, une édition Arrow hein, que je suis content d'avoir trouvé. Hein. Encore une fois, c'était pendant des soldes. C'était quand on en prenait deux, voilà, il m'est revenu à 7 euros et quelques trucs. Voilà. Les bonus, ouais, il y a encore de quoi faire, il y a encore plein de choses. Et il y a James Caan dedans, James Caan qui joue aussi dans Futur Immédiat, dont j'ai déjà parlé, qui était excellent dedans aussi. Hein. James Caan était très bon. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu Rollerball, l'original, hein, ne vous trompez pas celui de McTiernan, parce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le remake, c'est par un réalisateur que j'aime beaucoup, bah oui, c'est McTiernan pourtant qui a fait Rollerball. Alors, c'est pas, on en a déjà parlé dans le live sur les remakes, c'est pas entièrement de sa faute, il y a des enjeux qui ont fait que machin, voilà, mais voilà, c'était un nanar, c'était bidon, alors que ça c'était un chef-d'œuvre. Donc, alors que McTiernan, Predator, Piège de cristal, McTiernan, voilà, McTiernan, c'est un ouf, quoi. Son cinéma il est génial, mais pas pour Rollerball, malheureusement. Alors que l'original est parfait. Voilà. Bon, bah ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça se voit. Hein. J'ai speedé à fond sur chaque truc là pour essayer de vous parler d'un maximum de films. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Ouais, bah, j'en ai encore quelques-uns à voir hein, dans le lot. Hein. Il y en a plein que j'ai pas revu depuis un moment. Tout, donc il y en a peut-être certains où j'en parlerai pour une occasion ou une autre. Il y a justement pas mal de films que en fait, il y en a plein là-dedans que j'ai pas vu. Il y en a plein que j'avais déjà, que j'ai revu cet été. Par exemple, j'ai revu tous les Aliens. J'ai revu la saga des Aliens. J'avais déjà montré ce coffret il y a très longtemps. Il est là. J'avais déjà montré ce coffret il y a très longtemps. Je l'avais vu que quand j'avais vu en DVD, mais j'avais jamais revu en Blu-ray en fait. Et justement, j'ai pu revoir les versions alternatives, là, les director's cut de chacun. Et j'aurais des choses à dire, notamment sur la Assembly Cut de Alien 3, qui est intéressante, qui rattrape un peu le film, qui est le film maudit Alien 3, tout ça. Donc j'ai revu tout ça. J'ai revu les Evil Dead 1, 2, 3, qui est une trilogie qui est parfaite. Donc voilà, c'est des choses que je vous avais déjà montrées. J'ai revu pas mal de classiques comme ça. J'ai pas nécessairement vu tout ce que j'ai eu de nouveau au mois de juillet, mais voilà, j'avais quand même envie de vous parler de tout ça. Et je pense qu'on va se faire un live pour Dune à mon avis, hein, parce que il sort la semaine prochaine. Et moi je vais aller le voir et j'attends avec impatience. J'ai vu fraîchement celui de Lynch, donc voilà, il est encore un petit peu frais dans ma tête pour pouvoir. Alors le comparer, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas on pourra en parler dans un live en tout cas des différences artistiques de traitement, de comment ils ont abordé les choses. Je ne connais pas suffisamment les bouquins, je serais intéressé par voir les bouquins. Peut-être que effectivement celui de Villeneuve me donnera plus envie de prolonger sur les bouquins, quitte à me spoiler un petit peu les épisodes d'après, quoi. Ça peut être intéressant. Donc si jamais il n'y a pas encore de date hein, prévue, hein, mais bon, ce sera après sa sortie. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour d'ailleurs voilà si vous n'êtes jamais venu sur le Discord venez hein, c'est cool hein. Il y a plein de gens qui parlent de films, il n'y a pas que moi, c'est cool hein. Les gens parlent de ce qu'ils ont acheté dernièrement, des films qu'ils ont vus la veille, il y en a qui font des quiz et tout, c'est bon enfant, hein, c'est cool. Hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout à quoi ça ressemble Discord, c'est en texte, hein, c'est comme un chat à l'époque avec des petites channels et tout, mais on peut aussi se parler si on veut se parler en vocal si on veut, hein. Mais c'est principalement comme une sorte de forum, quoi. Donc c'est assez cool. N'hésitez pas à venir. Et justement, si vous connaissez bien les bouquins,
de Dune, venez aussi, parce que moi ça a un grand manquement, donc ça va être, pour parler de Dune, c'est dommage, mais s'il y en a un parmi vous qui a vu les bouquins de Dune, venez en parler, on en parlera pour le live, et puis ceux qui ont revu le film de Villeneuve aussi, hein, vous pourrez venir, même ceux qui ne l'ont pas vu, même si ça risque de spoiler, hein, je pense, hein, je sais pas, on verra. Je m'avance, mais je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, hein, donc probablement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, hein, donc le temps que les gens le voient, quoi. D'ici là, portez-vous bien, et puis on se retrouvera donc une prochaine fois pour un live, et je pense que je ferai, quand j'aurai terminé de revoir tous les De Palma, je pense que je ferai une vidéo sur De Palma, même si je l'ai évoqué à chaque fois, deux, trois fois, mais voilà, j'aimerais vraiment quand même donner envie à ceux qui ne connaîtraient pas De Palma. Il y a des gens qui ne connaissent pas De Palma, voilà, mais c'est typiquement, De Palma, c'est typiquement le réalisateur pour s'intéresser au cinéma. C'est clairement un réalisateur qui fonctionne très très bien quand on découvre le cinéma, enfin découvre. Pas à 5 ans, mais je veux dire, quand on s'intéresse à la mise en scène et tout ça, c'est un réalisateur qui est assez maniéré, qui est très voyant dans sa mise en scène, et dont les thèmes sont bien identifiables. Donc c'est un sujet académique, c'est un sujet idéal pour analyser le cinéma, quoi. C'est une filmographie qui est très agréable à découvrir. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas De Palma, j'aurais envie de... Bon, il y a déjà eu plein de vidéos très très cool sur De Palma, donc certains, je ne vous apprendrai rien, mais bon, j'ai quand même envie d'en parler un jour. Donc voilà, il y aura probablement une vidéo là-dessus. Et puis bon, on verra pour la suite, hein. Dans tout ce que je vous ai montré, il y en a plus de la moitié sur lequel il faudra que je revienne, hein. Ça c'est clair. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Allez, salut!